Bon, je vais encore devoir me rectifier. J'ai dit dans la vidéo précédente que je trouvais que l'épisode 9 était le moins bon de la série. Eh ben non. Cet honneur revient à l'épisode 22, le tout dernier, qui a également l'honneur d'être le premier épisode que je n'ai pas aimé. Donc on va y commencer par la partie la moins agaçante que je traite toujours en premier, c'est le flashback. Donc ça suit le prince qui est enfermé dans le château et qui s'apprête à se faire tuer par les hommes de la reine. Parce que apparemment le pacte qu'elle a passé avec Blanche-Neige... voilà, elle honore pas ses pactes maintenant, malgré le fait qu'elle était obligée d'honorer ses pactes pour pas mal de trucs avant, là non... Ou alors c'est juste, ah non, je ne vais pas la tuer moi, c'est un de mes hommes, c'est ce genre de faille dans le système, j'imagine, un truc comme ça. Ce sera pas expliqué, bien entendu, vu que il nous fait le coup du, ah c'est, je me sens pas très bien pendant que vous m'emmenez, et ah, je vous attaque par surprise. Et ça marche. Ouh, originalité. Donc il se barre en étant après coup aidé par le chasseur qui fait une petite apparition flash dans cet épisode. Je veux dire, dans un sens, c'est mieux que rien, mais depuis le début, depuis l'épisode 8, en fait, Graham, la série, on n'a rien à foutre de Graham depuis qu'il est mort, quoi. C'est-à-dire que plus personne ne fait mention de lui, de ce qu'il a fait avant ou quoi que ce soit, on s'en fout, quoi. Et donc, quand on fait juste rapidement mention à lui comme ça, je trouve que c'est un petit peu décevant et qu'on aurait pu faire mieux, mais... Vous savez quoi, j'ai pas à me plaindre, c'est un petit truc positif plutôt que négatif, donc voilà, il fait une apparition, c'est sympathique, voilà. Donc il se barre, la reine finit par le piéger dans la forêt sans fin, je sais plus exactement le nom de cette forêt. Là, il me semble que c'était là où il avait envoyé Hansel et Gretel, me semble-t-il. Et, c'est là que Rumpelstiltskin apparaît. Il y a un petit combat un peu inutile entre eux, mais qui est plutôt sympathique. À nouveau, j'ai pas non plus craché sur les trucs que j'ai appréciés. Le combat entre Rumpelstiltskin et le prince charmant est plutôt bien fichu. Au bout d'un moment, quand même, le prince charmant se fait dominer et il accepte de concéder à ses termes. Et ses termes, c'est de mettre un espèce d'œuf en or. Je sais pas si on l'a vu avant, cet œuf. Ouais, c'est sans doute en décoration quelque part dans le château de Rumpelstiltskin. Enfin bon, il veut qu'ils mettent cet œuf en argent, en or, à l'intérieur du corps de Maléfique. D'accord. Mine de rien, à nouveau, les petits points positifs, c'est toujours sympathique qu'ils fassent référence à Maléfique et qu'elle ait pas juste été oubliée après l'épisode 2. Donc c'est le même personnage sans grand intérêt au final, j'imagine. Mais pour le rôle qu'elle a joué dans l'histoire, honnêtement, ce qui ne vous pas mis énormément d'efforts sur le personnage, je veux dire, ok. Donc le prince charmant vient la confronter. Ce que j'adore aussi, c'est que Rumpelstiltskin, il lui a même pas dit que c'était en fait Maléfique elle-même, la bête dans laquelle il devait mettre l'objet. Il y a une bête dans le château, tu dois mettre un objet dedans. Ok, étant donné que je dois bosser pour toi, t'aurais pu être pas un peu plus spécifique, Rumpelstiltskin, hein, quand même. Mais bon, c'est des mini détails. J'ai des trucs beaucoup plus graves de quoi me plaindre. Donc oui, une chance. Pour le prince charmant que malgré le fait qu'elle soit en supériorité avec sa magie, Maléfique décide de se transformer en dragon. C'est beaucoup plus pratique de mettre l'œuf dans son corps. Et apparemment, dès le moment où elle a eu l'œuf dans son corps jusqu'au jour de la malédiction, elle a absolument rien fait pour essayer de le faire sortir. Je sais pas, ou alors c'était scellé par magie, elle pouvait absolument rien y faire, c'est dans mon corps, ah pas merde, je vais vivre avec, tant pis, j'ai rien faire pour, ok, très bien. Donc il a rangé l'objet dans son corps et grâce à ça, Rumpelstiltskin honore sa part du marché en lui donnant la bague qu'il a enchantée qui lui permettra de retrouver Blanche. Sachant que, mine de rien, il aurait facilement pu arriver à la retrouver lui-même, ne serait-ce qu'en allant voir le chaperon rouge en lui demandant ce qui se passe, quoi. Je veux dire, il a pas l'air de trop connaître les nains, donc ok, d'accord, mais rien qu'en demandant au chaperon rouge
qu'il connaît, par contre, il aurait pu le savoir. Je veux dire, tout ça pour ça. Bon, cela dit, ça lui a quand même permis d'échapper à la forêt sans fin rapidement grâce à Rumpelstiltskin, donc ok. Et donc on a la fameuse scène du début de la série, c'est-à-dire la scène où il embrasse Blanche pour la réveiller. Et à la fin, il décide ah oui, au fait, il y a quand même un petit problème, il y a ton père et il y a ma belle-mère. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de reprendre ce qui nous appartient ensemble et ça s'arrête là. J'espère que c'est pas juste histoire de dire ouais, on a tout fait, on a tout mis en œuvre et on a réussi par reconquérir ça au bout d'un moment. J'espère qu'ils expliqueront un petit peu comment ils ont fait ça. Étant donné que la série va s'étendre un peu, je pense qu'ils prendront quand même le temps d'étoffer ça. Et honnêtement, ce flashback, malgré le fait que je me sois plaint de certains petits trucs, était pas trop mal. C'est pas trop mal. Après, il est assez court. Je trouve que le coup de Rumpelstiltskin, si ce n'était pour les besoins du scénario, et n'a pas semblé très, très pertinent. Mais c'était histoire de dire quoi, il a encore joué un rôle là-dedans, parce que Rumpelstiltskin est partout. Je veux dire, j'adore ce personnage, mais punaise, là, c'est un truc où quand on essaye de donner trop d'importance à un personnage qu'on aime, ça finit par lui porter plus préjudice qu'autre chose. Et ça commence un tout petit peu à se faire là, un tout petit peu. Mais ça, c'est rien du tout comparé à ce qui se passe dans notre réalité. Dans notre réalité, Emma amène son fils Henry aux urgences parce qu'il est tombé raide par terre en bouffant le chausson aux pommes. Voilà, donc premier soupçon, il a été empoisonné. Le docteur Well, ultra rapide parce que j'ai l'impression que ça fait juste 10 secondes qu'il est au bloc. Il dit ah non, il n'y a aucune trace de poison, on peut pas du tout dire que c'est ça. Ok, très rapide, hein, t'es super compétent, vieux. Donc, et c'est là qu'elle finit par se dire ah mais s'il y a rien qui explique là, c'est peut-être la magie. Et c'est là qu'elle finit par toucher le livre de compte. Et magie, des souvenirs de son père qui la met dans l'armoire lui reviennent. Et elle comprend qu'au final, toute cette histoire de conte de fées était vraie. Et ce que je viens de vous dire là, il se passe à peu près autant de temps dans l'épisode pour montrer ça. Je veux dire, on nous fait un petit flash rapide de ce qui se passe, et elle réalise ça, et puis paf, on passe à la suite, quoi. Ça aurait été... C'est le genre de petit truc, et c'est le gros problème de cet épisode, c'est que ça va trop vite. C'est le petit truc où on dit, et où ça ne prend pas le temps de se poser, et au final, ça perd énormément en force. Ce qui fait que ce grand moment où Emma comprend enfin tout ce qui se passe, elle sait la vérité, on est censé ressentir quelque chose de fort, une espèce d'accomplissement. Et ben non, c'est rapidement montré. Parce que pile après ça, Regina arrive, Emma, donc prise de colère, essaye de lui dire ah, c'est votre faute, ah mais c'était pour vous, ah, il faut faire quelque chose pour sauver notre fils, d'accord, on va essayer de rechercher Rumpelstiltskin pour voir ça. Et à nouveau, là, c'est un truc... la façon dont je l'ai résumé, ça prend à peu près autant de temps que la façon dont il monte dans l'épisode. Hein. Ils ont dû passer à peine 30 secondes de scène à montrer cette espèce de petite querelle rapide, puis après, il faut qu'on cherche une solution pour sauver Henry, et on partons vers Rumpelstiltskin. Voilà, très rapidement. À nouveau, je suis désolé, et je suis désolé, c'est pas parce qu'on connaît cette ficelle du gentil et du méchant qui doivent faire un pacte parce qu'ils ont un but commun que vous êtes obligé de nous la montrer en vitesse accélérée. Ça va pas là, je suis désolé, ça va pas. Donc bon, ouais. Et ils vont voir Rumpelstiltskin. Celui-ci leur dit que seul l'amour sincère peut réveiller Henry, et dès le départ, ça, j'ai tout de suite vu la solution de fin, mais apparemment, il fallait faire plus que ça, hein. Et donc, il leur dit que donc il avait gardé la fameuse potion d'amour sincère qu'il a eue en tissant les cheveux de Blanche-Neige et du prince, et qu'il l'avait conservé dans un œuf magique qui apparemment protège la magie du truc, et donc cet œuf magique qui est à l'intérieur de Maléfique. Rumpelstiltskin sait où Regina a caché Maléfique.
Il sait pas du tout qu'elle a caché Belle, mais il sait qu'elle a caché Maléfique. Parce qu'il faut que l'histoire arrive à passer, voilà, donc ok. Et à ce moment-là, il leur dit que il faut que Emma aille la voir pour se charger de ça. Et Regina peut pas parce que c'est une saleté de poche de poltron, parce que sérieusement, elle dit que ouais, elle va lui en vouloir Maléfique et que c'est pas la peine de parlementer. Il n'y a pas à parlementer. Maléfique, dans notre réalité, est restée sous la forme d'un dragon. Pourquoi ? Parce que Regina avait une envie de grandeur, se dit ok merde, on va égayer un peu le coin, on va faire en sorte que Maléfique, elle reste un dragon. Elle pouvait pas être une personne lambda qui vit une vie misérable comme les autres. Non non non, c'est un dragon caché dans une grotte parce que on sait jamais, si j'ai envie de tuer tout le monde, je peux déchaîner le dragon, j'en sais rien, une connerie comme ça. Donc avant d'y aller, Emma part voir Pinocchio qui malheureusement et pile à ce moment-là, pile au moment où elle vient le voir, il finit de se transformer en marionnette, donc il lui dit des mots très rapidement, tu vas pouvoir y arriver, là nouveau dans une scène complètement rushée. Voilà, donc les émotions qu'on est censé ressentir, on les ressent pas parce que ils expédient ça trop vite. Et donc elle part voir Maléfique dans une grotte au sous-sol où il faut actionner manuellement un ascenseur pour descendre. Ok, donc Regina le fait, Emma y va, et elle tombe donc sur Maléfique Dragon. Elle essaye de le tuer avec son pistolet. Ça marche pas, et au final, elle finit par utiliser l'épée de son père que Rumpelstiltskin lui a donné. Là aussi, il a réussi à conserver l'épée parce que elle finit par la battre après un combat qui s'étendait un peu trop pour pas grand chose, parce que voilà le truc. L'action dans la série ils essayent vraiment de la rendre épique, mais il y a beaucoup de mal quand on fait des images de synthèse légèrement discutables, et que bon bah on peut pas trop se permettre certaines cascades. Là c'est juste Emma qui se cache du souffle enflammé du dragon. Ouais, donc ouais, juste au passage, le dragon, donc un souffle enflammé, c'est pas magique ça apparemment. Hein. On est on est dans une ville où on a privé les gens de toute leur magie, mais Maléfique apparemment on lui a conservé ça. Je sais pas, ou bien c'est pas considéré comme magique le fait de pouvoir cracher du feu. Bon, elle se cache elle a fait que se cacher de sa magie, de ses jets de flammes, lui tirer dessus de temps en temps, et puis au final elle s'est dit merde, j'ai plus de balles, bon je vais lancer l'épée, et puis paf du premier coup. J'ai vu mieux comme combat. C'était pas affreux. À nouveau, on va quand même pointer les points positifs. C'était pas affreux ou quoi que ce soit, c'était acceptable, mais c'était juste. Ouais, j'ai vu mieux, quoi. J'ai vu mieux. Donc, elle finit par récupérer l'œuf, et en remontant, son ascenseur tombe en panne à mi-chemin, et c'est là que Rumpelstiltskin lui dit « Ah, Regina a dû se barrer, filez-moi l'œuf. » Ok, donc, le grand plan de Rumpelstiltskin pour mettre la main sur sa fiole magique pour lui-même, c'est d'essayer de convaincre la femme qui n'a jamais eu pleinement confiance en lui, même maintenant, de lui filer un œuf dans cette situation pas du tout curieuse. Non, vraiment, il n'y a absolument rien de louche là-dedans. Comme par hasard, à mi-chemin, ça s'arrête, et il y a seulement Rumpelstiltskin qui se pointe. Oh, bien sûr que je peux lui faire confiance, je peux lui donner mon œuf. Je sais pas ce qui est le plus stupide là-dedans. Le fait que ça marche, ou le fait que Rumpelstiltskin ait cru que ça allait marcher. Rumpelstiltskin, qui est censé être super malin, avoir des longueurs d'avance sur tout le monde. Merde, quoi, vraiment merde. Donc ouais, j'ai sauté un petit passage avant ça. Oui, parce qu'il y a tellement de trucs à dire, tout va très vite dans cet épisode. Avant ça, donc, on a une scène où Regina veille sur son fils, et où Jefferson, qui est toujours là, le chapelier fou, vient lui dire « Rien pour ma fille !»« Ah non, 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 je vais rien faire, ça s'est pas bien passé, allez vous faire voir. » « D'accord, je vais me venger, vous pouvez pas me tuer, vous avez pas ça dans le sang. » Et sa façon de se venger... c'est de se rendre
à l'endroit où Belle est enfermée, parce que lui, il le sait. Il sait. Rumpelstiltskin ne sait pas ça. Par contre, Jefferson, pour on ne sait quelle raison, sait que Regina a enfermé Belle, qui vaut quelque chose d'important pour Rumpelstiltskin, dans un endroit secret pas loin de l'hôpital. Déjà, comment il peut savoir que Belle représente quelque chose pour lui? Comment il peut savoir tout ça, Jefferson? Qu'est-ce qui se passe, bordel? J'espère très sincèrement, parce que là ça m'énerve sur le coup, mais j'espère très sincèrement que la série arrivera à me donner tort là-dessus en donnant une raison acceptable à comment il peut savoir tous les trucs qu'il sait. Mais là, c'est... Sur le coup, ça n'a aucun putain de sens. Donc ouais, il libère Belle, qui apparemment c'est rien du tout, quoi. C'est juste, elle est complètement paumée, et il lui dit allez trouver Monsieur Gold, dites-lui que Regina vous a enfermé, il s'occupera de vous. Et donc on voit Belle qui arrive au magasin de Gold juste après qu'il ait récupéré la potion. Voilà, donc ok, à nouveau bon truc, bon passage. Je veux dire, le moment où il redécouvre Belle, nouveau Robert Carlyle, c'est très bon acteur. On sent toute l'émotion du personnage qui croyait qu'elle était morte depuis tout ce temps, qui dit mon Dieu, et qui vraiment tombe en larmes de joie à ce moment-là. À nouveau, ça aurait gagné à être beaucoup plus étendu. Mais bon, au même moment, Regina et Emma sont appelées à l'hôpital parce que Henry est considéré comme mort. Voilà, donc on ne capte plus aucun signe de vie, ce qui détruit Emma et Regina, malgré le fait qu'elle est censée savoir que c'est le poison de cette pomme, est censé provoquer un sommeil qui a l'air d'une mort pour tout le monde. C'était établi l'épisode précédent quand même. Et donc, malgré tout, elle est super attristée. Je vous laisse deviner la grande surprise qui va se passer. Non mais vraiment, devinez ce qui se passe à ce moment-là. Emma lui fait un bisou sur le front de tristesse et ça lui réveille. Wouh! Le véritable amour sincère a triomphé. Écoutez, je vais dire ça parce que j'ai eu pas mal de critiques de toutes sortes qui ont dit à quel point les films comme Maléfique et La Reine des Neiges étaient géniaux de faire ce truc-là. Faire le truc du on croit que le véritable amour sincère ça peut être que entre deux personnes qui sont folles amoureuses l'une de l'autre, et etc, alors qu'en fait ça peut être une autre forme d'amour, l'amour d'une sœur envers son autre sœur, l'amour d'un parent envers son enfant. Waouh, mais c'est incroyable. Oh mon Dieu, vous me surprenez, je n'y avais jamais pensé avant. C'est extraordinaire, mon Dieu. Waouh. Vous me trouez le cul, sérieusement, vous me trouez le cul d'avoir pensé à ça. Oh mon Dieu, la Reine des Neiges est une putain de révolution d'avoir pensé à ça. Et Maléfique qui a suivi les pas en même temps est une putain de révolution aussi. Ah ouais. Et honnêtement, dans La Reine des Neiges, je trouvais que c'était plutôt joli, c'était plutôt touchant. J'ai pas trouvé ça aussi mirobolant que certaines personnes, mais c'était plutôt touchant. Dans Maléfique, c'était ultra évident. Je suis désolé, mais c'était ultra évident. Et je peux pas trop me prononcer, vu que maintenant ça fait un petit moment que j'ai vu donc Maléfique et la Reine des Neiges avant ça. Mais je pense sincèrement que cette scène ne m'aurait pas surpris si j'avais découvert cette série à l'époque, donc avant que la Reine des Neiges ne sorte. Parce que je suis désolé. J'y pensais déjà depuis un bon moment, à ce coup, l'amour sincère, c'est pas seulement entre deux personnes d'âge similaire et qui sont amoureuses l'une de l'autre et tout. Il y a d'autres types d'amour, j'avais bien compris le principe. Même Disney avait montré d'autres formes d'amour que l'amour entre un homme et une femme qui s'aiment et qui veulent avoir des enfants. Ouais, désolé pour cette diatribe qui pourra peut-être en énerver certains, mais voilà, quand je vois la scène, surtout aussi rushée qu'elle l'est, enfin honnêtement, c'est une des moins rushées du lot, mais la moins rushée c'était la plus prévisible quoi en fait.
Donc il l'embrasse, oh, il se réveille, et point bonus, ça par contre, je l'avais pas vu venir, donc ok, ça rompt en partie la malédiction. Il y a une espèce de, de fiou qui s'étend partout, et tous les personnages de Storybrooke récupèrent leur mémoire de quand ils étaient dans le pays des contes de fées. Voilà, donc, et toutes les personnes qui sont à l'hôpital sont très sympas envers Regina en la laissant s'enfuir bêtement. Vraiment, je veux dire, il y a la fée bleue qui est là comme par hasard. Enfin bon, pas comme par hasard, c'est parce qu'elle est là parce que il croit qu'Henri vient de mourir, donc c'est logique qu'une bonne sœur soit là. Mais elle est là pour dire ah, à votre place, je me cacherai, madame. Oh, ok. Et personne va essayer de se dire ok, cette sale garce nous a fait nous a fait ce sale coup. On va même pas essayer de la restreindre, la garder sous bonne garde ou quoi que ce soit. Non, non, on va la laisser se rendre chez elle et pleurer sur son matelas. D'accord. Très bien. Ok, très bien. Ok, laissez-la. Mais pas avant. Un petit moment, un petit passage supposé dramatique où elle dit Henri, et qu'importe ce que tous les gens te diront, sache que je t'aime. Et ça me permet de revenir sur le fameux commentaire qui m'avait un peu agacé, c'est-à-dire, ok, je comprends pas le principe si selon vous, elle a pas adopté Henri pour revivre une histoire, une attache parent-enfant comme elle l'avait avec son père, et c'est pour ça qu'il l'avait appelé Henri. Pourquoi elle l'a adopté? Juste parce qu'elle voulait avoir un enfant, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, moi il y avait quand même beaucoup plus de signification dans mon interprétation de l'épisode 2, je trouve. Enfin bon, hein, c'est histoire de dire. Et bon, bien entendu, je ne parlerai pas du fait que voilà, c'est en contradiction avec la fin de l'épisode 1 à nouveau. Voilà, elle aime sincèrement son fils, selon toute vraisemblance. Donc tout le truc qui a amené Emma à rester à la fin de l'épisode 1, c'est-à-dire le fait que ah, est-ce que vous aimez Henri? Oui. Tiens, bizarre, moi qui ai un peu le don de déceler quand les gens mentent, ce oui m'a pas convaincu, c'est ça qui m'a fait rester dans la ville. Ok. Désolé, je vais revenir là-dessus, mais ça fait partie des trucs de continuité qui me gavent. C'est le truc important qui force Emma à rester dans la ville. Je suis désolé. Quand vous partez sur du principe qu'au final, Regina aime sincèrement son fils adoptif, malgré le fait qu'à aucun moment, et je dis bien à aucun moment, j'ai ressenti la moindre connexion mère-fils entre eux deux, et même si ça vient principalement d'Henri, qui l'a rejeté du début à la fin. Je comprends pas. Sérieusement, ce truc-là. C'est histoire de donner de la peine pour le personnage. Et je suis désolé, non, hein. Non, j'ai toujours pas. Je suis toujours pas convaincu par le fait qu'elle puisse redevenir gentille, là. Vraiment pas. Mais oui, donc pendant tout ce temps, j'ai pas trop parlé de la fameuse relation David-Marie-Margaret, toujours ras des pâquerettes, feu de l'amour, quelque temps avant. C'est-à-dire avant le truc qui fait que tout le monde se souvient de sa vie antérieure. David revient voir Marie-Margaret en lui faisant des excuses plutôt bonnes. Le début était pas mal. Le début était pas mal. En lui disant que, en fait, Catherine avait des plans pour aller à Boston. Au final, c'est moi qui y vais parce que on pouvait pas avoir l'actrice, j'en sais rien. Et puis, c'était pour faire plus de suspense. Est-ce que le prince va quitter Boston et subir ce qui se passe quand on quitte Boston? Même si je sais toujours pas ce que c'est. Est-ce qu'ils vont l'expliquer vu qu'une partie de la malédiction a irrompu, ou est-ce qu'il y a toujours ce morceau-là de la malédiction? Je ne sais pas. Donc Marie-Margaret n'est toujours pas ouverte à ça, et il finit par partir, mais heureusement, juste avant qu'il parte, c'est là que le pouf arrive et redonne la mémoire à tout le monde, et ils se retrouvent avant, ce qui veut dire que tout le drame à la con autour de leur couple en tant que David et Marie-Margaret n'a amené absolument à que dalle, et complètement jeté aux orties.
dit, on s'en fout royalement. Vous m'avez cassé le cul avec cette espèce de romance pourrie, mal fichue entre David et Marie-Margaret pour rien du tout. Puisqu'au final, bon, ils se souviennent parfaitement de leur vie antérieure et ils sont contents ensemble à la fin. À nouveau, le couple Blanche-Neige, Prince Charmant est très bien. Je n'ai aucun problème avec le couple Blanche-Neige, Prince Charmant. Mais c'est juste la façon dont c'était géré avec David et Marie-Margaret qui était... Au début, elle était pas mal. Hein. Au début, c'était pas mal géré, sincèrement. Dans les 6 premiers épisodes, c'était pas mal géré. Mais à partir du 10e, c'est parti en couille, c'est devenu n'importe quoi. Et au final, ça a amené absolument que dalle, quoi. Parce que ça aurait pu se passer de 50 000 autres façons. Ça aurait amené exactement la même chose, puisqu'ils se souviennent de leur vie antérieure maintenant. Donc merci pour rien. Donc tout le monde se questionne, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tout le monde a récupéré ses souvenirs, mais ne revient pas dans leur pays de départ. Ça voudrait dire que la malédiction n'est rompue qu'en partie. Et ça aurait pu être une très bonne façon de terminer l'épisode, en se demandant comment vont vivre ces nouvelles personnes qui ont maintenant deux passés dans leur tête, deux histoires. Le passé qu'ils ont à Storybrooke et leur vraie histoire dans le monde des contes de fées. Qui doivent vivre donc dans ce monde sans magie, en apprenant à s'adapter. Ça aurait pu être intéressant. Mais l'épisode se dit merde, on n'en a pas assez fourré là-dedans, donc on va nous balancer une dernière intrigue autour de Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, donc, se rend au fameux puits des vœux qu'on avait vu rapidement dans je ne sais plus quel épisode, accompagné de Belle qui se souvient rapidement qui elle est et qui dit « Ah, Rumpelstiltskin, c'est moi, je t'aime, ah, moi aussi je t'aime, mais il faut qu'on fasse un truc ». Là aussi, c'était un résumé pas beaucoup plus rapide que ce qu'on voit dans l'épisode. Donc, il se dirige vers le puits au vœu, et il lui dit, il balance la fiole dedans, la fiole d'amour sincère, et par magie, machin truc chouette, ça crée une espèce de nuage de fumée violet à la con, qui engloutit toute la ville, et apparemment, d'après ce que Rumpelstiltskin a dit, ça va rendre les pouvoirs magiques à tout le monde. Ça va ramener la magie dans la ville comme si elle était dans le monde des contes de fées. C'est pour ça qu'au final, la reine, elle esquisse un sourire à la fin, histoire de dire « Ah mon Dieu, j'ai encore des atouts dans ma manche, je vais récupérer ma magie !» Ok. Pourquoi il fait ça? Je suis sûr qu'il va y avoir des explications. Et ça laisse penser que, au final, ça se trouve, il était même pas revenu chercher Belle enfin Balefire. Et je sais pas. Ses motivations sont pas claires. J'espère qu'elles seront clarifiées. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas le fait qu'on balance ce truc-là de nulle part. Je veux dire, sérieusement, comme par hasard, il y a un puits dont on a rapidement parlé à un moment donné, et puis paf, magie, il peut, en se mélangeant à la fiole dont on avait parlé rapidement, ça peut recréer la magie dans le monde de Storybrooke. Ok, très bien, ça aurait pu être beaucoup mieux amené que ça, mais c'est pas trop gravissime ce détail-là. Ce qui est gravissime, c'est que, et je pense que vous avez peut-être compris depuis le début, tout va beaucoup trop vite. Cette histoire que je viens de vous raconter là, elle a de quoi de tenir sur plusieurs épisodes, pas sur un seul. Putain de merde, il y a tellement de passages qu'auraient pu être bien fichus. Tout le passage où Emma finit par voir la lumière et comprendre que c'est vrai, je veux dire, ça devrait être un grand moment d'accomplissement, un moment qui devrait se poser, qui devrait la faire réfléchir, la faire se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Regarder autour d'elle, se dire « Oh, c'est ma mère, cette femme. Wow, tout ce temps, ce type est ici, là. Tellement de trucs. Rien que ça, on pourrait passer 2-3 minutes facile sur Emma qui se rend compte de ce que c'est ce monde autour d'elle. On aurait pu passer beaucoup plus de temps sur l'espèce d'alliance qu'elle et Regina se sentent obligés de faire. On aurait pu passer beaucoup de temps sur les retrouvailles entre Belle et Rumpelstiltskin. On aurait pu passer beaucoup plus de temps sur le plan de Jefferson pour récupérer Belle, en expliquant déjà comment il sait ça, pourquoi... Comment il sait tout, comment il sait que Belle a une place très importante pour Rumpelstiltskin, comment il sait qu'elle est là, etc., etc. Tellement de trucs auraient mérité d'être
d'être développé davantage. Vous savez, j'ai quelquefois comparé cette série à Lost, en grande partie parce qu'on m'avait dit que les créateurs étaient les mêmes que ceux de Lost, et ça se ressent dans la mise en place. Et si j'ai comparé ça à Lost, c'était un peu une marque de respect, parce que pour moi, Lost, en termes de structure, de façon de raconter son histoire, est un exemple, du moins dans les premières saisons. Vraiment, la première saison, j'ai des choses à redire, bien entendu, il y en a toujours des choses à redire, évidemment. Mais la première saison est excellemment bien fichue, et, et le final donne une vraie sensation d'accomplissement et d'envie de vouloir passer à la suite, parce que ça prend le temps. Vous savez combien d'épisodes est dédié au final de la série? 3. 3 épisodes. 3 épisodes où on prend la peine de voir en détail chaque personnage qui aura une importance dans la suite, où on prend la peine de mettre en avant énormément d'intrigues scénaristiques qui ont été instaurées avant. Pas le coup du tien, on doit mettre on doit mettre un œuf dans le corps de Maléfique, dont on n'avait dont on n'avait plus jamais entendu parler depuis l'épisode 2, qui apparemment est super importante pour cet épisode justement, etc., etc. On prenait vraiment le temps de mettre tous les trucs en place, tous les petits trucs en place, ce qui fait qu'on était vraiment pris dans ces 2 heures, d'épisode, 3 épisodes de 40 minutes, 2 heures, qui nous racontaient quelque chose d'épique, vraiment épique. Là, en 40 minutes, tout va tellement vite, tout est expédié, je m'en fous de la moitié des trucs dont j'aurais pas dû me foutre. Vraiment, je n'aurais pas dû me foutre la moitié des trucs qui sont montrés dans cet épisode. Ils voulaient montrer tellement vite, tellement à l'arrache, j'ai l'impression des fois que je suis désolé, je peux pas apprécier l'épisode. Et c'est pas pour dire qu'il est affreux ou quoi que ce soit. Si je devais le noter, chose que je ne ferais pas pour les autres épisodes, je donnerais à cet épisode une note de 8-9 sur 20. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses bien intéressantes à prendre en compte. C'est juste qu'il y a énormément de choses qui sont mal gérées, et une continuité qui n'a pas été super bien instaurée. Contrairement à Lost, où vraiment on se demande pourquoi ci, pourquoi ça. Là, on se demande pourquoi ils expliquent pas ci, pourquoi ils expliquent pas ça de façon claire, où ils donnent même pas l'impression de laisser planer un doute ou quoi que ce soit. C'est juste, il y a des trucs, on vous expliquera ça plus tard, peut-être. C'est un peu l'impression que ça donne, en fait. Ça donne pas l'impression de créer un mystère, ça donne l'impression de raconter une histoire en disant, il y a des trucs, il y a des petits trous partout, peut-être qu'on les comblera plus tard. Et j'espère qu'ils le feront, parce que c'est un peu la moindre des choses, mais même s'ils le font, en termes de narration, il y a beaucoup mieux. Lost a fait beaucoup mieux dans ses premières saisons là-dessus. Et c'est la chose que j'aurais vraiment à reprocher à ce final, c'est que vraiment la narration était beaucoup trop expédiée. Et vraiment, s'ils avaient voulu raconter ça, ils auraient pu faire un double épisode. Ils auraient pu virer certains trucs et essayer de mettre en place 2 épisodes pour essayer de rendre ça épique comme ils essayaient de le faire. Je sens qu'il y a une tentative de bien faire, mais ils en ont tellement fourré à la va-vite que je suis désolé, je n'arrive pas à être super investi dans l'épisode. Et honnêtement, ça mine de dire ça, parce que j'étais plutôt emballé tout le long de la saison, hein. Vraiment, il a fallu quelques épisodes pour que je rentre dedans, mais après j'étais emballé tout le long de la saison, même le 21e épisode où j'avais quelques trucs à redire, j'étais emballé pour cet épisode-là. Mais non, ça va trop vite, et sincèrement, c'est cette façon de bâcler pas mal de trucs, ça me donne pas super envie de voir la saison 2. Je le ferai, évidemment, je suivrai la saison 2, rassurez-vous, mais tant de dire que là durant toute la saison, j'étais super pris dedans, quoi. Je me regardais un épisode par jour, facile, minimum, pour pouvoir suivre ça, parce que c'était une série qui me prenait aux tripes. Là, j'ai le sentiment que ouais, si je regarde pas un épisode par jour, ça va pas me manquer ou quoi que ce soit. Et peut-être que le début de la saison 2 arrivera à rattraper ça. Et c'est vraiment tout ce que je lui souhaite, hein. Parce que ce final de saison 1 n'a pas tenu beaucoup de promesses.
Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis désolé pour les gens qui aiment cet épisode. Peut-être que le côté expédié ne vous a pas gêné. Peut-être que le fait que ça aille vite, ça vous a pas dérangé. Moi, ça m'a beaucoup dérangé. Et, et ouais, ça se termine légèrement en queue de poisson cette première saison. J'espère que la 2 sera mieux réussie, ou du moins j'espère pour son final. Quoi qu'il en soit, à très bientôt pour le début de la saison 2. Ciao!